À la une ce soir, nouvelle audience pour les chaînes du groupe ATV. Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 19 juin prochain. Kathleen Bilascopette et Hubert Bornil feront le point sur notre situation. Les parents de Magali Méjean en Martinique, ils sont venus à la rencontre des magistrats en charge de l'enquête sur la disparition de la jeune femme. Leur fille aurait fêté ses 33 ans aujourd'hui. Deuxième jour du procès aux assises de Kevin Dour et ses présumés complices. Une journée riche en rebondissements puisque la salle a été évacuée il y a quelques minutes à cause d'une coupure de courant. Plus tôt dans l'après-midi, le principal accusé avait refusé de comparaître. Enfin, 9 communes de l'île particulièrement impactées par l'invasion des sargasses. La CCIM et les services de l'État ont évalué les dégâts à 1,5 million d'euros. Ils ont présenté un état des lieux officiel des zones et entreprises les plus touchées. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons avec cette nouvelle audience décisive pour ATV. Le tribunal a examiné aujourd'hui l'offre présentée par les repreneurs dont l'association Médias des Îles. Au terme des échanges, la décision a été mise en délibéré le 19 juin prochain. Pour en parler, nous recevons Kathleen Bilascopette, notre rédactrice en chef. Bonsoir à vous. Bonsoir Sabrina. Et vous êtes accompagnée d'Hubert Bornil, on le voit, qui est le vice-président de l'association Médias des Îles. Alors on va commencer avec vous, Kathleen Bilascopette. Expliquez-nous la situation du groupe ATV ce soir. Alors c'est vrai que Sabrina, on attendait une éventuelle décision du tribunal de commerce de Fort-de-France aujourd'hui concernant une liquidation d'ATV ou la poursuite de l'activité. Finalement, il faudra encore patienter. Il faudra encore patienter 3 semaines pour donc connaître cette fameuse décision du tribunal de commerce de Fort-de-France. Alors Sabrina, pourquoi ce délai supplémentaire? Il faut bien comprendre, et je crois que les téléspectateurs l'ont compris, que le dossier est particulièrement complexe, puisque pour mémoire, il s'agit d'acter le tour de table entre l'actionnaire majoritaire Médias du Sud, l'association Médias des Îles que nos téléspectateurs connaissent puisque c'est celle qui a collecté les fonds auprès de la population, et puis un nouvel investisseur local, le groupe Magin, qui s'est positionné très récemment sur l'actionnariat de la chaîne. Donc ce pacte d'actionnaires trouve déjà un certain crédit auprès du tribunal de commerce, mais les juges ont considéré qu'il doit être précisé, qu'il doit être consolidé, d'où un délai supplémentaire pour ce faire. Autre point de taille que les repreneurs doivent également affiner à la demande des juges du tribunal de commerce, c'est le plan de restructuration envisagé pour permettre de réduire les charges d'ATV et de permettre à la chaîne de retrouver un équilibre financier et de garantir sa pérennité. Là encore, il manque des précisions sur cette restructuration qui adviendra, mais qui doit être, du point de vue du tribunal, mieux précisée afin qu'il puisse statuer. Donc c'est pour ça essentiellement que le tribunal a consenti un délai supplémentaire de 3 semaines, 19 juin, pour rendre sa décision, ce qui est au final plutôt une bonne nouvelle, puisque le tribunal comprend que les choses avancent, que les choses se précisent, que les choses se concrétisent, mais qu'effectivement, vu la complexité du dossier, il permet aux repreneurs de fournir tous les éléments afin que la décision puisse être prise dans les meilleures conditions le 19 juin prochain, très probablement. Autre information importante, l'association Médias des Îles a changé de bureau le 24 mai dernier, qui est représenté ce soir par Hubert Bornil, qui est le vice-président de cette association. Alors Hubert, expliquez-nous la situation. Pourquoi ce changement de bureau? Alors, Sabrina, vous vous souvenez, le 6, je crois que c'est le 6 ou le 7 mai, j'étais à cette même place pour annoncer qu'on allait se lancer dans cette caravane qui a fait tout le tour de la Martinique, qui a recueilli cette grosse ferveur populaire, les dons des Martiniquais que nous remercions encore ce soir. Je crois que c'est essentiel que l'on retienne ce point-là. Il faut dire que 10 jours avant, au moment où nous partons sur cette opération, les choses vont très vite, tout va très vite. Il a fallu mettre en place une structure associative parce que c'était ça aussi, à côté du site d'Alindo qui devait recueillir des fonds, le fonds participatif. Donc voilà, cette structure, tout ça s'est monté très 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 vite. On s'est vite apparu, alors après une semaine, 10 jours de caravane, on s'est apparu qu'il était essentiel de revoir les choses, de structurer les choses de manière à ce que, aux yeux de l'administration, et notamment, voilà, c'est important ce soir qu'on soit là. Pourquoi? Parce que les choses sont bien faites, on peut dire.
il a été question de revoir le bureau, de revoir l'organisation, d'élargir le conseil d'administration de manière à ce que la pluralité même au sein de l'entreprise soit respectée, que tous les services soient représentés plus ou moins. Et donc, on a un conseil d'administration de 15 personnes, on a un bureau réduit à 7 personnes, des gens qui travaillent ensemble, on a procédé de manière très démocratique et là, on a du temps à ce moment-là. Ça veut dire que là, ça y est, la caravane est terminée, on sait où on va, on a un peu de temps, donc on s'assoit et on restructure les choses. Alors c'est vrai que la question vient, je comprends pourquoi elle vient, parce que ces dernières 24 heures, beaucoup de choses ont circulé, continuent encore à circuler sur les toiles. Nous sommes clairs, nous sommes transparents, nous avons d'ailleurs un devoir auprès de la population. C'est-à-dire devoir de rendre compte à la population. Et là, on est tout à fait clair. Les documents sont enregistrés en préfecture. Le tribunal, il a les dossiers de l'association Médias des Îles. Donc voilà, tout est clair, tout est bon. Maintenant, nous ne tenons pas à nous engager dans certaines voies. Non, nous restons comme nous l'étions dès le départ. Très bien. Voilà. Et donc le président est une présidente désormais, Katia Régis, qui a donc succédé à Miguel Limol à la tête de l'association Médias des Îles en toute transparence. Merci à vous deux. Et pour clôturer le dossier ATV, on retrouve tout de suite une interview qui a été réalisée à l'issue de l'audience ce soir. Le dossier Média Chantilly-Guyane sera évoqué à nouveau à l'audience du 19 juin 2018 à 9h. Donc l'affaire a été renvoyée avec pour objectif l'étude du renouvellement de la période d'observation. Il y a des actionnaires entrants qui sont d'une part métropolitains mais qui sont également locaux, la personne de Médias du Sud et également du groupe Magin. Il y a également l'arrivée aussi au capital de l'association Les Amis via la remontée des fonds issus des dons de la population martiniquaise. Donc il y a des montages à mettre en place pour pouvoir formaliser l'arrivée au capital de chacun des actionnaires entrants. Cela se lisse sur du temps, de façon à pouvoir organiser une rédaction dans les règles de l'art des statuts, des pactes d'actionnaires et de pouvoir lisser un business plan et donner aux actionnaires entrants les moyens de pouvoir élaborer de façon pérenne un plan de redressement qui sera ensuite, en fin d'étape, soumis à l'homologation judiciaire du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France. On a réussi à avoir un renvoi, le tribunal nous a suivis dessus, ça nous laisse le temps de montrer au tribunal tous les documents qu'on devait apporter, puisqu'effectivement on est rentré dans la course les derniers. Il était important qu'on ait certains accords, que ce soit même avec l'association, que ce soit avec d'autres partenaires. Donc on va formaliser les choses. Puis après, on nous a demandé des détails bien précis au niveau, par exemple, des plans de prévision, etc. Ils nous ont fait une proposition, on va l'étudier, on va regarder ça, puis on va revenir effectivement vers eux. On va arriver avec quelque chose de concret. Oui, là-dessus, je reste confiant. Elle aurait eu 33 ans ce mardi 29 mai. Triste anniversaire pour Magali Méjean, disparue en décembre 2013, puis retrouvée morte en janvier 2014 à Basse-Pointe. Les parents de cette canoise sont actuellement en Martinique. Ils sont venus pour rencontrer les magistrats chargés de l'enquête ouverte pour homicide. Une occasion également pour eux de se recueillir à proximité de l'endroit où la dépouille avait été découverte. C'est un reportage de Jean-Marc Dabou. Une vie brisée en pleine fleur de l'âge et un visage à jamais lié à la ville de Basse-Pointe. C'est ici, dans une falaise de l'habitation Chalvet, que le corps de Magali Méjean est retrouvé après plus d'un mois de recherche. Un premier pas vers le deuil pour ses proches, mais le début d'une longue marche vers la vérité, 4 ans après, le où les meurtriers restent introuvables. L'affaire Méjean, c'est d'abord une enquête qui piétine. Ce sont les proches de la victime qui retrouveront l'appareil photo de Magali à proximité du lieu de découverte du corps. On se demande comment les gendarmes ont cherché l'appareil photo, puisque nous, en fait, en étant sur place une quinzaine de minutes, donc on est tombé sur l'appareil photo, donc on se demande si ils ont ratissé, comment ils ont ratissé le secteur et enfin voilà comment ils ont recherché les éléments autour de Magali. Viendront ensuite les nombreuses pistes, celles ouvertes, notamment grâce à des témoignages anonymes. Il y a eu effectivement des informations, mais pas que celles-là, qui évoquait une hypothèse au Terre-Saint-Ville. Cette hypothèse-là a été examinée, une enquête a été menée sur ce point. Il ne faut pas se contenter
de ce qu'on entend, des rumeurs qui courent. Il faut que les renseignements soient précis. On veut tous les détails pour reconstituer véritablement, minute par minute. Mais à chaque fois, les enquêteurs ouvrent des pistes puis les referment. Aujourd'hui, c'est plus de 2000 actes de procédure, un juge d'instruction et des enquêteurs de la gendarmerie toujours mobilisés. Il y a toujours un magistrat instructeur qui reste dans ce dossier-là, qui est pleinement investi dans les investigations et qui dispose derrière elle d'une équipe de gendarmes qui est tout aussi motivée, puisqu'en effet, je crois que tout le monde souhaite, en l'occurrence dans ce dossier-là, que la vérité puisse ainsi apparaître. Seul un nouveau témoignage pourrait relancer l'enquête. Alors les parents de Nathalie Méjean, de passage en Martinique, lancent un appel. Je demande à toute la population martiniquaise qu'elle parle, qu'elle dévoile ce qu'elle peut savoir. S'il y a des personnes qui ont quelques éléments concrets sur la disparition de notre fille, eh bien, qu'elles s'adressent au procureur de la République pour donner les éléments qu'elles peuvent connaître. À Basse-Pointe, les riverains ont déjà tous été interrogés par les enquêteurs, mais beaucoup partagent la douleur de la famille. Ils m'ont demandé est-ce que j'ai vu Magali Méjean, elle a disparu pendant 24 heures. Et moi j'ai dit aux gendarmes que je ne l'ai pas vue du tout. C'est un peu triste. C'est un peu triste. Je comprends la maman, je l'ai vue à la télé, elle pleurait et je la comprends beaucoup. Elle veut faire le deuil de sa fille comme il faut. Ce mardi, Magali Méjean aurait fêté ses 33 ans. Ses proches espèrent toujours que la lumière soit faite sur cette tragique disparition. Toujours au chapitre judiciaire, c'est le deuxième jour du procès aux assises de Kevin Dour et ses présumés complices. Une nouvelle audience rythmée par les sautes d'humeur du principal accusé qui a refusé de comparaître en retour d'audience cet après-midi. Autre rebondissement, une coupure de courant a nécessité l'évacuation de la salle il y a quelques minutes. Plus tôt dans la matinée, les enquêteurs ont présenté à la barre le résultat de leur investigation qui ont duré plusieurs mois. Compte rendu d'audience de Sandrine Claude. Après les incidents de la veille, c'est dans le calme que s'est ouvert ce deuxième jour de procès au tribunal. Très vite, les magistrats de Kevin Dour formulent une requête de renvoi qui entraîne une suspension de l'audience. Comme hier, les avocats remettent en question le maintien du principal accusé dans le box vitré, une demande rejetée par le tribunal. Vient alors l'audition de témoins puis d'enquêteurs, notamment un capitaine de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. Pendant plus d'une heure, il remontera le fil des investigations débutées en novembre 2012 et qui ont permis l'arrestation des 7 accusés. L'enquête fait état de nombreux déplacements à l'étranger, notamment en Thaïlande, au Panama, à Saint-Martin ou encore à Dubaï. Les interceptions téléphoniques, elles, ont mené à identifier les différents protagonistes, notamment le principal intéressé qui échangeait en utilisant le pseudo Tony. D'importantes transactions financières ont également pu être relevées. Au total, les bénéfices enregistrés par Kevin Dour lors d'envoi de produits illicites sont estimés à au moins 1 500 000 €. 1,5 million d'euros, c'est le montant des dégâts causés par les sargasses dans 9 communes de l'île. Après plusieurs semaines d'enquête sur le terrain, la CCIM, les services de l'État et le préfet ont dressé un état des lieux officiel ce matin des zones et des entreprises les plus impactées par les algues brunes. Le Robert fait partie des zones les plus touchées. Explication d'Alizé Lutran et de Michelet François. Le niveau de la plage est arrivé à 20 cm en dessous de la route. Là. Situé à la pointe Savane, ce centre d'activité nautique se trouve pile dans l'une des zones les plus infestées. Les locaux ont dû être temporairement déplacés à quelques centaines de mètres de là. Ici, depuis 2 mois, on vit au rythme des arrivages de sargasses. Toute la semaine dernière, c'était impeccable. Le paradis est revenu, on était de retour au paradis sur Terre. Et ce matin, grosse surprise, les algues sont présentes ici aussi. Il y avait une vingtaine de mètres de sargasses, donc impossible de mettre les bateaux, les kayaks à l'eau. La base a été fermée pendant 3 semaines, pratiquement 1 mois. Donc, mais bon, les gens maintenant savent qu'il y a une nouvelle base de repli et les clients reviennent petit à petit, mais effectivement un peu moins qu'avant. Il y a 2 couples, alors que d'habitude, il y a au moins 5 couples, au moins une dizaine de personnes, 10-15 personnes par jour. Et personne n'est épargné, hôteliers et restaurateurs les premiers, les centres de loisirs, les marins pêcheurs et commerçants. Après plusieurs semaines d'enquête, la Chambre de commerce estime à 3000 le nombre d'entreprises impactées et plus de 6000 salariés.
depuis le nord, Basse-Pointe, jusqu'au Diamant. Voilà. On a pu donc compter 9 communes qui ont été très impactées, dont le Robert et le François, ainsi que le Vauclin. Il faut compter à peu près 400 000 € déjà chiffrés de pertes de matériel et un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Également présent lors de la réunion, le préfet s'est engagé à prendre de nouvelles dispositions pour pallier la situation. Il y a des réponses immédiates qu'on peut apporter à certaines activités, par exemple l'échelonnement des charges sociales, l'échelonnement des charges fiscales. Et donc je vais mobiliser les services de l'État qui en sont responsables. Je vais prendre la tâche de la direction des finances publiques. Et ça suppose un travail individuel de chaque commerçant, chaque entreprise, avec les services de la Chambre et les services de l'État dont j'ai parlé. En attendant de possibles dédommagements, une autre solution a de nouveau été avancée, la mise en place rapide, en mer, de barrages déviants pour endiguer le fléau. Restez avec nous à suivre dans un instant le portrait de Béatrice Maniga, fille de l'ancien président d'Haïti. Elle vit aujourd'hui au Togo où elle enseigne sa passion, la musique. Enfin, la campagne sucrière est lancée avec quelques difficultés cette année. Les sols gorgés d'eau impactent la qualité des cannes à sucre. Les problèmes de raccordement de l'usine du Galion n'ont pas facilité la récolte. Partons tout de suite en Afrique à la rencontre d'une femme qui a choisi de vivre de ses rêves. Elle s'appelle Béatrice Maniga, c'est la fille de Leslie Maniga, ancien président d'Haïti, et elle vit depuis 19 ans au Togo où elle partage sa passion, la musique. Voyez son portrait signé Ayodele Gerba. Derrière la baie vitrée, Béatrice observe attentivement la répétition du groupe Arcane, une bande de jeunes rockers togolais fondée depuis 2 ans. Ils évoluent hors des sentiers battus, car le rock au Togo, c'est une niche musicale. De revendiquer une forte appartenance à un mouvement panafricain, d'être fier de ce qu'on est, d'être fier de ses origines, de ses racines, de sa culture, et de voir le partager avec joie. Un panafricanisme que l'on retrouve également dans cette collaboration. 7 jeunes musiciens africains du continent et une manager haïtienne. Ou bien une africaine revenue de l'autre côté de l'océan. Moi j'appelle ça le remembrement. Le remembrement, travaille avec ma sœur fondamentale, Madada Dambala. C'est l'Afrique reconnectée, c'est l'Afrique remembrée. Je pense que tant que l'Afrique sera divisée en petits morceaux, on ne pourra pas y arriver. Et il faut comprendre que la Caraïbe et l'Afrique, c'est la même maison en fait. Cela fait 19 ans que Béatrice Maniga enseigne l'anglais dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le Togo, 56 785 km², 7 millions d'habitants, 3 langues couramment employées parmi une quarantaine de dialectes locaux qui correspondent à presque autant de traditions. Suffisamment pour que cette Haïtienne retrouve les racines des coutumes qu'elle a connues. La nourriture. Alors c'est très intéressant parce qu'on utilise les mêmes ingrédients mais pas forcément on prépare pas forcément les mêmes plats. Le marchandage au marché et le fait de demander ce dégui chez nous, et ici c'est dweji. Donc on a aussi le mot qui a été transformé mais qui est resté, mais le principe lui-même de la négociation. Et des petites choses comme ça. Dans les rencontres avec les gens, les rires, nous toutes c'est mêmes quoi. On a vraiment l'impression que voilà, on fait partie d'un même grand peuple. Béatrice Maniga, on parle rarement. Son père, Leslie Maniga, homme politique haïtien, démocrate chrétien, a connu en 1988 une parenthèse présidentielle de 5 mois, avant d'être renversé par son prédécesseur, le général Henri Namphy. La volonté de voir le bien-être vraiment régner dans tous les foyers. J'ai vu mes parents se battre bec et ongle pour ça. Je les ai vus également essuyer des tirs, j'ai vu beaucoup de choses douloureuses, mais je les ai toujours vus se battre. C'est une réalité. Quiconque va en Haïti mesure le potentiel énorme de cette nation. Et puis il y a la réalité, il y a la misère. Quand on vit dans la misère, on peut parfaitement comprendre qu'on a envie de voir ailleurs, y compris au péril de sa vie. C'est le même phénomène que l'on a sur le continent africain. Donc ce phénomène n'est pas propre à Haïti. Il est malheureusement marqué en Haïti parce que c'est la nation qui malheureusement fournit entre guillemets le plus de boat people. Mais ça ne m'étonne absolument pas. Si j'étais née dans la misère et si je ne voyais pas d'avenir, je ferais la même chose.
Le décret Guyane paru au journal officiel la semaine dernière vise à réduire le nombre de demandeurs d'asile haïtiens sur le territoire. Béatrice garde à l'esprit Haïti, même si elle s'est installée sur le continent africain, elle y retourne régulièrement. Partons en Guyane en musique avec un spectacle mêlant sonorité africaine et brésilienne présenté ce week-end au Carbet de l'Aviation. Un métissage cadencé qui a ravi les spectateurs et participants de l'événement. Ambiance captée par Aïe Légerma. Il y a une mythologie afro-brésilienne qui raconte des histoires de dieux, de plusieurs dieux. Et chaque dieu, il y a une qualité de la naturelle. Le feu, le vent, la terre, la mer, l'eau, voilà, les cascades. Et chaque qualité, il y a une histoire. Et on raconte des histoires pendant le mouvement, tu vois. On raconte, il y a une dramaturgie qui est dansée. L'afro, on a toujours envie d'y revenir. On a toujours envie enfin, j'ai toujours envie de la pratiquer. Et quand je la vois, quand je vois des émissions avec de l'afro dedans, ça fait du bien. On sent qu'il y a quelque chose, il y a de l'énergie, il y a de la force. Dans l'afro brésilien, donc là on a travaillé par exemple le guerrier, Ogum, et on a travaillé aussi le vent, donc c'est Oya si je me rappelle bien. Et c'est vrai que dans ces divinités, en fait, il y a tout un symbole, et dans les mouvements, tout de suite, on met cette énergie de guerrier, et dans le vent, cette sensualité, et ce côté un peu fou. Enfin, il y a quelque chose de théâtral aussi dedans, c'est très nourrissant. Cette année, on a réussi à peu près tous les mois et demi à organiser des stages sur le week-end avec des intervenants extérieurs, comme aujourd'hui Barbara, comme il y a quelques mois avec Energia Pura pour nous apprendre le makulélé. Il y a quelques mois également un danseur sénégalais qui nous a appris un petit peu la danse sabar du Sénégal. Voilà, c'est des échanges encore une fois pour qu'on apprenne toujours, encore et encore. C'était bien, et si qu'on pourrait réanimer ça une prochaine fois? C'était super bien, et on a dégagé tout ce qu'on avait dans le corps. Allez, de retour en Martinique, nous venons à votre rencontre dans les quartiers. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence au François avec un nouveau conflit entre propriétaires et locataires. Cette fois-ci, c'est un centre de contrôle technique qui est concerné. Le propriétaire du local a scellé l'entrée pour cause de loyer impayé depuis 3 ans selon lui. Après de multiples procédures judiciaires, le bâtiment commercial situé à la ZAC Trianon est désormais fermé au public. Cela faisait 15 ans que la locataire y était installée. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Michelet François. Dimanche soir dernier, Bertrand, le propriétaire du bâtiment, prend une décision radicale. Il soude les portes du local pour empêcher toute activité. Sa locataire, qui a établi ici un centre de contrôle technique, aurait cessé de lui payer ses loyers depuis novembre 2015, à hauteur de près de 3 000 € mensuels. Elle me doit plus de 80 000 € de loyer impayé. J'ai pris un huissier faire un commandement de paiement. Et depuis, rien n'a été versé. On lui avait demandé de verser l'intégralité des loyers à la CARPA, du moins au tribunal, donc elle ne l'a pas fait. En plus, elle était déjà en redressement judiciaire. Plus de 200 000 € de trucs. Elle a déjà tout organisé de telle sorte pour qu'elle ne puisse plus que dès l'instant que l'entreprise soit en liquidation, qu'elle ne me paye pas. Et moi, j'ai mes dettes, j'ai mes impôts à payer, j'ai du mal à m'en sortir. En 2011, ils étaient déjà entrés en conflit pour un problème de compteur d'eau, mais rien d'équivalent à la situation d'aujourd'hui.
Depuis qu'il a bloqué les portes de l'entreprise, sa locataire ne serait plus revenue sur place. Mais Bertrand l'aurait croisé par hasard il y a quelques jours. Je l'ai rencontré dans une grande surface et de telle sorte, je lui ai posé la question, quelle raison qu'elle ne me paie pas. Elle m'a laissé comprendre qu'elle paye les loyers. À ce moment-là, j'ai été voir l'entreprise Maître Miroit, de telle sorte pour voir si elle le payait. Et Maître Miroit m'a confirmé qu'elle ne paie pas. On lui a envoyé une relance, c'est liquidateur judiciaire. On lui a envoyé une relance et elle ne paye pas ses loyers. Et mon dernier recours, c'est qu'elle me paye mes loyers ou qu'elle quitte les lieux de mon entreprise, de mon local. Nous avons tenté de joindre la locataire de Bertrand sans succès. Après 3 ans de procédure, il attend désormais que cette dernière accepte le dialogue pour trouver enfin une issue au conflit. Parlons maintenant du lancement de la campagne sucrière. Un coup d'envoi difficile à cause des caprices du temps qui ont rendu la canne pauvre en sucre. En plus, se sont ajoutés des problèmes de raccordement de l'usine du Galion. C'est un reportage d'Hubert Bornil et de Valérie Vincent. La récolte Kabat, nous on le voit ici sur cette parcelle située à Bois-Rouge, à Ducos. Mais les choses se passent pour le mieux. Les planteurs nous disent tout simplement avoir démarré avec quelques retards et puis une certitude, au moins on peut l'avancer. Cette année, la canne sera moins riche en saccharose. Sur cette exploitation de 5 hectares située à Ducos, la récolteuse tourne à plein régime dès 7 heures et ce jusqu'à la fin de la journée. Tony, le chauffeur, aime son métier. Il est toujours présent lorsque son patron fait appel à ses services. La saison se passe moins bien que d'habitude parce qu'il y a beaucoup d'eau. Et avec l'eau, pas facile de travailler. Les tracteurs qui coincent, la machine elle-même qui coince aussi. Mais bon, là, ça va quand même. Cette parcelle plantée en canne à sucre appartient à un Martiniquais, M. Perronnette. Celui qui l'exploite, c'est Justin Séraline, le président de la SICA qui regroupe un peu plus de 200 planteurs. Moi, je choisis ici spécialement parce que je travaille pièce de l'autre côté, la pluie a tombé la semaine passée, tout bateau. Comme ici, il y a un sol qui a essuyé assez vite, et puis comme il plate, donc c'est pour ça que nous choisissons ici. Mais malgré tout, nous massacrons les champs anti-bois. Ça veut dire que nous avons des difficultés l'année prochaine. Et conséquence là en plus, c'est que la richesse là très bas. Ainsi, quotidiennement, ce sont environ 600 tonnes de canne à sucre qui sont livrées au Galion. Mais les temps sont durs. Cette année, les planteurs le savent déjà, les chiffres ne seront pas bons. Nous ne pouvons pas m'emmener en canne à 8 et tu planter à peut être payé à un prix moyen. Donc, richesse là aux alentours de 6. Et en principe, si tu es à 8, nous te planter à peut être payé, nous peut être payé à 90 € la tonne. Ça ne sera pas le cas. Ça sera beaucoup plus bas. Et les cannes ne sont pas riches en fait. La richesse est très basse. Et puis les conditions de récolte jusqu'à présent étaient quasiment impossibles dans certaines zones. Il y a quelques jours de soleil ces jours-ci. Ce qu'on espère, c'est que ça va durer. Enfin, du côté du SEM, le Galion n'a pas pu avoir de détails pour l'instant. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'une conférence de presse est prévue aux alentours du 12 juin prochain. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 9h à 14h sur le parking du centre commercial La Galeria. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don derrière le CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier Laménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On retrouve Régine Germani dans une poignée de secondes, toujours en Tchèque pays. A tout de suite.